Il y a une chose qui se dit dans le milieu du cinéma, c'est que quand un film va bientôt sortir et qu'il n'y a pas de projection presse, etc., etc., généralement c'est pour cacher la médiocrité d'un film. Et pour ce film, il n'y a pas eu de projection presse et compagnie. Est-ce que ça veut dire que le film va être médiocre? On en parle tout de suite, encore quelques images. Vous commencez à connaître, j'espère. Si vous connaissez pas, abonnez-vous, blablabla, vous le savez évidemment. Allez, les images. Je vais tuer Aquaman et détruire tout ce qu'il aime. Je vais décimer sa famille et réduire son royaume en cendres. Aquaman et le Royaume perdu, deuxième Aquaman, est toujours réalisé par Monsieur James Wan, réalisateur que, vous le savez, j'apprécie énormément, même si je comprends qu'on ne puisse pas l'apprécier. Maintenant que Monsieur James Wan a fait quand même pas mal de films, on peut commencer un peu à comprendre un peu quelles sont ses idées, sa vision du cinéma. On constate que James Wan, c'est quelqu'un qui aime faire référence à du cinéma d'exploitation, à du vieux cinéma d'exploitation, ou à quelque chose de vraiment, je dirais, de populaire, mais dans le sens, par exemple, parfois faire référence à tout ce qui serait du pulp ou des choses comme ça, mais plutôt cinéma. Son exemple peut-être le plus parlant est le film Malignant qu'il a fait, qui a été détesté par beaucoup, mais qui est clairement une référence à des vieux films d'horreur italiens et autres trucs du genre. On s'en rendait peut-être moins compte sur des films comme Insidious ou Conjuring, hein, mais en fait, Conjuring, c'est une maison hantée. On est encore dans du classique. Et où est-ce qu'on était encore dans du classique? Dans Aquaman. Aquaman, c'est un personnage donc de l'univers d'ici. Waouh, super, heureusement que je suis là pour vous apprendre ça, mais comme tout personnage de l'univers d'ici, pratiquement tous en tout cas, ils ont une espèce de background, j'ai envie de dire, pas forcément de lore, mais si vous voulez, d'idées générales. Ainsi, Batman, c'est le film noir. Wonder Woman est lié à la mythologie grecque. Superman, on aura tendance à avoir de la science-fiction. Et avec Aquaman, on a un cousin de la science-fiction, c'est la fantasy. C'était déjà le cas dans le premier, c'est la fantasy. Pourquoi? On est sur Terre, hein, à notre époque, on sait où sont les villes, on sait où sont les trucs. Où est-ce que ça se passe? Sous l'eau, avec des royaumes qui se font la guerre, qui s'aiment pas, etc. On est dans la fantaisie. D'ailleurs, je ne vous cache pas, il y a un moment donné dans le film, on va vous raconter les méchants, hein, même si on le comprend depuis le début avec ce qu'ils disent, hein, mais grosso modo, on est dans un truc, je vous le résume vite fait. En gros, il y a une force, une vieille force maléfique qui veut revenir à travers un outil qui corrompt les gens, hein, et il faut éviter que cette force revienne parce que sinon elle va tout détruire. Ouais, c'est juste que cette fois-ci, c'est Jason Momoa et pas des petites personnes qui s'occupent de sauver la planète, mais vous voyez, on a un côté un peu Seigneur des Anneaux là-dedans. On est dans la fantaisie classique, classieuse un peu, ou si j'ai envie de dire d'une certaine manière, et aussi donc dans tout ce qui est un peu vision un peu pulp, etc. Évidemment, ça est tiré d'un comics, mais je veux dire, le comics a cette vision-là aussi, et je pense que James Wan colle à ça aussi. L'autre blockbuster qui avait fait James Wan, c'était Fast and Furious, qui lui, alors peut-être ne fait pas référence à ces choses-là, mais là aussi un côté, vous voyez, un peu série B, comment dire ça, série B non avouée, vous voyez. Et c'est ce qu'il va faire encore une fois dans celui-là. James Wan va encore faire une espèce de série B non avouée. Il y a des changements depuis 2018 et le premier Aquaman, entre autres la sortie d'Avatar 2. Avatar 2, on peut l'aimer ou pas, mais en matière d'effets spéciaux sous-marins, forcément tout ce qui est sorti juste avant, quand on avait les bandes annonces ou après, ben, ça passe un peu pour un truc de pauvre. Et là, ça fait mal, ça fait très très mal. Je vous cache pas que la première scène, hein, déjà pas filmé de ouf au début, et quand on voit le gros plan sur Arthur Curry avec ses effets spéciaux, tu te dis oulala, 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 c'est pas beau, c'est pas bon, c'est mauvais. Et c'est là que d'une certaine manière, l'excuse de James Wan qui fait des références à des vieux trucs, hein, aussi, je veux dire, par exemple des vieilles séries à la Flash Gordon, tu vois, ce genre de trucs-là. Flash Gordon, il y a un côté space opéra, avec un côté justement science fantasy, donc de la fantasy dans un univers de science-fiction, avec un côté Sword and Planet. Je laisse les spécialistes en discuter un petit peu plus. Donc, je disais, cet aspect de James Wan colle à ce que veut être le film, mais lui sert aussi d'excuse pour avoir des effets spéciaux qui sont pas forcément oufissimes. Est-ce on tolère pas? Chacun son avis. Dans l'absolu, ils sont pas dégueulasses. On voit, évidemment, que les acteurs sont collés sur des fonds, ça se voit, presque comme moi, non, quand même pas. Mais ça se voit, etc. Et en plus, on le sait. D'ailleurs, James Wan a lui-même déclaré que le film était plus un film d'animation qu'un film en live action, tellement il y avait des trucs en 3D, hein, c'est pour dire. Mais ça colle avec cet état d'esprit. Est-ce qu'on accepte cet état d'esprit? C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on l'accepte ou pas? Parce que le film, c'est ça qu'il nous offre. Il fait référence
à ces choses-là et à cet esprit-là. C'est aussi une bonne excuse pour les studios, pour dire «Ah, mais tu vois, les effets spéciaux sont pas ouf, mais ça colle, blablabla». Donc disons que c'est, comment dire ça? L'excuse et la motivation pour la trouver, qui se mettent ensemble. Comment on dit dans d'autres pays? Il y a la faim et l'envie de manger qui se mettent ensemble. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, oui et non. Au niveau de la mise en scène globale, j'avoue que j'ai été moins intéressé par celui-ci que par l'Aquaman précédent. Je vous rappelle, hein, celui-ci, il n'a pas eu de projection presse. Le précédent, on nous mettait carrément des scènes sur Internet qui servaient de teaser, hein, pour montrer justement qu'il y avait une ambition dans la mise en scène et tout. Alors la mise en scène de celui-là m'a beaucoup moins fait bim dans la gueule. Il y a quand même, attention, hein, il y a des passages qui sont très bien. Par exemple, le combat avancé, on va le dire comme ça, contre Black Manta. C'est un plan séquence totalement fake, évidemment, mais c'est un plan séquence. Il y a quand même une idée, il y a un truc, même si après, des fois, ça se veut trop près, une caméra peut-être qui bouge trop à mon goût par rapport à ce que le film pourrait montrer. Ça, c'est moi. Mais il y a quand même une ambition. Certains plans, au tout début, on voit, par exemple, si ça c'est le plan, on voit un plongeur qui tombe comme ça, avec sa lumière dans ce sens-là, puis on le voit un peu comme une espèce d'étoile filante. Il y a des trucs comme ça, des petites idées, mais globalement, j'ai été moins... comment dire, ça me motivait par la mise en scène que dans le premier. Je l'ai trouvé correct, hein, attention, James Wan filme correctement son truc, mais il ne va pas surpasser le cadre dans lequel il est, dans ce cas-là. Là où dans le premier, je trouvais qu'il le faisait plus. Peut-être que c'est une image que j'ai du premier, et peut-être que ce n'est plus tout à fait le cas, mais je me souviens clairement de certains petits enchaînements, de certains petits trucs où je me disais, ah ouais, là il y a, mais c'est quand même plus réduit. Et c'est aussi un petit peu gêné par la surabondance de choses qu'on a à l'écran. Alors, attention, la surabondance, elle est pas non plus dégueulasse, elle est même plutôt, qu'on appelle ça, généreuse, mais c'est vrai qu'on est sous l'eau, donc il y a parfois une espèce de flou, de vague comme ça, hein, dans certaines zones, parce que justement, il faut faire représenter l'eau, et en même temps, il se passe plusieurs choses à l'écran, et parfois, c'est un peu difficile à lire et tout, et puis comme c'est des CGI un peu partout, on se perd un petit peu. Il faut savoir que je l'ai vu en 3D, peut-être que ça influence aussi, parce que la 3D, on a peut-être moins l'habitude. Globalement, j'ai été moins scrutché par la mise en scène, même si elle a quand même des très bonnes choses. Le scénario en lui-même, il joue clairement une carte bien connue des fans de films d'action des années 80, des comédies d'action des années 80, parce qu'il reprend clairement la carte du body movie. Le body movie, hein, 48 heures, l'arme fatale, vous connaissez, deux gars qui peuvent pas se saquer et à la fin ils finissent meilleurs potes. Grosso modo, c'est ça. Et on va retrouver ce schéma très clairement dans le film. Est-ce que c'est logique par rapport au premier film, puisque ce sont les personnages qu'on a vus dans le premier film? Je pourrais plus vous le dire, je l'ai plus exactement. Bon, il y a une scène, à la fin, hélas, qui reprend une scène du premier film et qui semble aller dans ce sens-là. Donc je me dis pourquoi pas, il faudrait peut-être avoir les détails. Petit changement intéressant, dans ce film, le roi Arthur, je dis pas ça pour rien, référence fantasy, le roi Arthur a un enfant. Et alors, je suis pas du tout un expert dans le comic book d'Aquaman, hein, pas du tout, hein, mais je sais que cet enfant, il va lui arriver quelque chose, c'est connu. Hein. Et je vous le dis pas là, évidemment, mais pendant tout le film, on se dit, tiens, est-ce que c'est ce qui va se passer ou pas? Ça crée un petit suspense. Pour moi, ça crée un petit suspense. Et il faut savoir que cet événement qui arrive à cet enfant est un événement important dans la carrière comic book d'Aquaman. C'est-à-dire, c'est un événement marquant dans son déroulement. C'est pas juste un événement, c'est un de ces événements. Même si les comic books, ça part dans tous les sens, on fait des retcons, comme on dit, c'est-à-dire on fait des réécritures, on fait tout ce qu'on veut. Il y a quand même comment dire, des événements historiques qui sont un peu placés, qui sont marquants, et là, c'en est un. Donc ça crée un petit suspense, et à ce niveau-là, c'est cool. L'aventure en elle-même, je joue vraiment, d'ailleurs, vous verrez, à un moment donné, je reviens sur ce que je disais, ils arrivent sur une île où il y a des créatures dangereuses et géantes. Et ben là, qu'est-ce qu'on retrouve? Encore une fois, ce côté vieux film d'aventure, une île perdue, des dinosaures, là c'est pas des dinosaures, mais on retrouve un peu tout ça. Donc on est vraiment dans un film d'aventure, un film qui veut aller vers l'aventure, la fantaisie à l'ancienne. Il y a ce goût-là à l'ancienne qu'il faut être capable d'apprécier. Les acteurs eux-mêmes, je les ai trouvés plutôt bons, hein, ils reprennent plutôt bien leur truc. Alors, Mera, il y avait tout un débat sur Mera suite à l'affaire avec Johnny Depp. Elle reste, elle reste pas. Est-ce qu'elle a été coupée? C'est possible qu'elle ait été diminuée au montage, mais elle est quand même relativement présente. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas zappé son personnage pour faire genre, ils l'ont pas mis dans une scène pour dire elle est là, au revoir. Je sais que beaucoup de fans veulent que ce soit elle pour une histoire de continuité qu'il n'y aura plus de toute façon, hein, si tout se passe bien. Donc, voilà. Mais voilà, comme ça fera les débats de ceux qui ont autre chose à faire que de parler de cinéma et qui préfèrent regarder ce qu'il y a derrière la caméra. Mais globalement, je les ai trouvés très bons. Là, j'ai été charmé, mais c'est pas la première fois. Comment il s'appelle Yahya Abdel-Mateen 2.
qui fait donc Black Manta, j'ai trouvé qu'il était bon. C'est un acteur que j'ai déjà vu, puis quand j'ai lu son nom, je suis ah bah oui, c'était lui. Et franchement, je trouve que rien à vous faire d'extraordinaire, mais il est bon. Jason Momoa aussi, j'ai trouvé qu'il arrivait à sortir certaines émotions dans le film qu'on ne voit pas tout le temps. Ah, attention, attention, autant au niveau de la mise en scène que de jeu d'acteur, que de tout ce que vous voulez, on est dans un blockbuster actuel, un blockbuster d'une franchise actuelle, d'un blockbuster de DC Comics, je veux dire, super-héros actuel, voilà, on est là-dedans, donc il y a pas de magie, hein. À ce niveau-là, je veux dire, voilà. Et globalement, si j'ai bien apprécié, parce que le film est très généreux, comme j'ai dit, dans ses images, dans l'aventure, dans ce côté un peu classique qui va envoyer plein à la gueule, j'ai été moins pris par l'aspect on va essayer de faire autre chose qu'un film de super-héros. Enfin bon, officiellement, c'est pas vraiment un film de super-héros, parce qu'il fait rien de super-héroïque, on est beaucoup plus, comme j'ai dit, dans la fantasy, dans la science-fiction et tout ça, hein. C'est pas Aquaman, le super-héros, c'est Aquaman, le roi d'Atlantide, et là, ça change beaucoup de choses. Mais je veux dire, on est quand même dans ce genre de film, il ne faut pas s'attendre à d'autres révolutions plus que ça. Un point que j'ai trouvé plutôt appréciable, la musique. Ouais, alors, on va se calmer, hein. La musique, c'est pas non plus la musique du siècle, mais pour qu'il y ait certains moments musicaux dans un film de super-héros où je fasse ah ça c'est pas mal. Ben, c'est que c'est pas mal. J'ai pas vu qu'il y ait composé, mais il y a des trucs qui soulignent bien l'action, on va dire. C'est pas, ça va pas beaucoup plus loin. Encore une fois, blockbuster machin, mais ça souligne bien l'action. Et comme le film se passe sous l'eau, il y a un jeu à boire dans le film. Il y a un jeu à boire. Je vous le dis déjà, vous pouvez faire le test quand vous irez le voir. Hein, vous prenez votre jus de fruits, d'accord, votre bouteille de jus de fruits. Et à chaque fois qu'il y a un personnage qui a deux doigts d'en tuer un autre, et que bam, soit il se fait contrer, soit il y a un truc qui arrive et qui l'empêche de le tuer, hop, une gorgée. Vous allez voir, c'est assez rigolo, ça doit arriver au moins minimum 3, c'est sûr, je les ai en tête, mais il doit y en avoir peut-être d'autres avant que j'ai même pas tilté. Il y en a un plein dans le film, tu dis, ah ouais, c'est quand même stéréotypé. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le film pour faire simple? Est-ce que c'est un bon film? Non, si on vise à un vrai grand film de l'histoire, est-ce que c'est un film sympathique comme blockbuster? Par rapport au blockbuster actuel, je dirais ouais, ouais. C'est pas oui, c'est ouais. Le premier, j'aurais fait ouais. Là, je fais ouais, c'est plutôt cool. Après, évidemment, il y a blockbuster et blockbuster. Hein, je veux dire, on a des, qu'on l'aime ou pas, hein, Nolan, par exemple, je prends toujours cet exemple. Même si on le déteste, c'est quand même un gars qui propose quelque chose, qui a un concept, qui a, voilà. Là, on est dans le truc quand même formaté. On n'est quand même pas dans un truc aussi formaté que Blue Beetle, heureusement. On est quand même dans un truc un peu plus intéressant parce que le réalisateur qui est derrière a un peu plus d'ambition et sait un peu plus gérer la chose. Lui qui a déjà fait, comme j'ai dit, un Fast and Furious et tout ça, c'est-à-dire il sait être enfermé, il se bouge un petit peu là-dedans, mais il n'explose pas la chose. Il y avait la série Entourage. Dans cette série, je sais pas si vous l'avez vu, c'était bien avant la sortie d'Aquaman, le film, il disait qu'il y a un film Aquaman qui devait sortir et ça devait être James Cameron. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans, voilà. La dernière chose qu'on peut dire, c'est une question. On sait que cet univers d'ici tel qu'il est ne devrait plus exister. On sait que Gal Gadot a essayé de forcer un petit peu sur Wonder Woman en faisant une annonce pour voir comment réagissaient les gens, ça n'a pas trop pris. Est-ce que c'est le dernier Aquaman du genre? Peut-être. Est-ce qu'il y a des suites? Peut-être, peut-être pas. Il y a une scène post-générique, qui est, enfin, mid-credit, comme on dit, hein, c'est-à-dire après les gros génériques. Je l'ai vu, bon, regardez là. C'est tout ce que je peux vous dire. Petite blague, et puis voilà. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Vous savez ce qu'il faut faire. On se voit prochainement pour des aventures palpitantes, grandioses, extraordinaires, bien foutues, et tout ce qui va avec. Et puis voilà, tout simplement.